Donc, bonjour tout le monde. Excusez-moi, dernier jour avant les vacances, tout ça. Effectivement, la première présentation, c'est Chloé qui va la faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le bonheur de connaître Chloé a commencé sa thèse en octobre sous la co-encadrée par Quentin, ici présent, et moi-même, ainsi que par Stéphane Loisel, qui est un collègue du CNAM, dans une autre équipe. Hein. Voilà, donc la thèse de Chloé porte sur les questions d'antibiorésistance, en général, de modélisation d'antibiorésistance, avec à la fois des perspectives plutôt sanitaires, on va dire, qui sont les nôtres, et des perspectives plutôt assurantielles, qui sont celles de... Voilà, mais ça reste des maths, comme vous allez pouvoir le constater. And thank you for being here. I'm going to present what I've done during first my internship at the lab here and the beginning of my PhD on the impact of bacterial vaccines against antibiotic resistance. So first I'm going to start with a little bit of context on bacteria and antibiotic resistance. We all know that bacteria are presented with bacteria in a colonization state or infection state, and when it's on the colonization state, it means that bacteria are here, but they don't cause any harm. And in case of infection, we are sick and antibiotics may be necessary. Antibiotics are going to kill the bacteria or prevent their growth, but historically we have seen that when antibiotics are used, antibiotic resistance that appear, and it means that bacteria are going to survive antibiotic action. It's really a problem because then we can't treat infection properly. And today, an estimated 5 million deaths worldwide are linked to antibiotic resistance. And in order to tackle this problem, we can use vaccines because they first prevent bacterial infections, and they can also accelerate infection recovery, and this leads to a reduction in the need for antibiotics, and so resistant strains are going to be less selected by antibiotics. So this is the first part. And the second thing is that vaccines can also limit the transmission of bacteria by reducing carriage, mainly by reducing acquisition of bacteria or accelerating decolonization. And in that case, there's a limited spread of resistant bacterial strains. So we can see here that vaccines can really be helpful in the fight against antibiotic resistance. And we are going to, there are already some studies that try to model the effect of those vaccines. First, we have a work of the World Health Organization. They produced the statistical modeling framework to estimate the impact of vaccines on antimicrobial resistance. So the idea was really to have a simple model to apply it to many bacteria and to be able to compare different vaccines. And the other thing that already exists is the Primavera project, which is a European project on dynamic modeling this time of the impact of vaccines, and here they focus on specific bacteria. And so what I've done, really the objective of what I've done is to combine both approaches, so to have a dynamic model that could be applied to many different bacteria. So the objective was to create a generic model for bacterial transmission in the community that would take into account vaccination, antibiotic resistance, and antibiotic use, and then to use this model to explore all possible vaccine impacts on many different bacteria. Affirming the very existence of resistance and sensitive strain in the population, because bacteria that we are interested in are the ones that can cause problems, so they are the ones where resistance exists. Okay, so I'm going to start with the description, the model structure, which is going to be a compartmental model. Here we have first we have first and uncolonized compartments, and these uncolonized individuals can become colonized through transmission, either colonized with sensitive bacteria or resistant bacteria. And given the fact that bacteria can naturally decolonize, we have
colonized individuals that can come back to an uncolonized state here. What we need to consider here is that we have two bacterial strains, and they differ in terms of they differ in terms of transmission. So we assume that resistant bacteria are going to be less easily transmitted than sensitive bacteria through relative fitness curve, which is a number between 0 and 1. And so the transmission of resistant bacteria is lesser than the one of sensitive bacteria. Then we can add other compartments, which are the infected compartments, because when we are colonized, sometimes we can become infected. And when we naturally recover, we come back to the colonized state, either for sensitive or resistant strains. Then when we are infected, we can take antibiotics to recover. And in that case, we are going to have the effect of an antibiotic intake when we are infected. And these antibiotics can first decolonize, so we come back to the colonized states. And there also can be a selection of minority resistant strain, which means that antibiotics are going to select for resistance in that case. And so this is the first antibiotic that we can consider. The second one is called a bystander antibiotic. And this one is when we are colonized with bacteria, but we are infected for any other reason. And in that case, we can take antibiotics for any other reasons, and it can affect bacteria here. And so this antibiotic is also going to affect colonized individuals by decolonizing here or selecting here for minority resistant strain. This first part was only for non-vaccinated individuals, and so now we can duplicate all of this to have the model for vaccinated individuals, where we consider the 4 different effects of vaccine. First, the reduction of the acquisition here, which is going to just reduce this arrow here in this one. We also have the reduction of the risk of infection, acceleration of the decolonization, and acceleration of the recovery process. And these 4 effects are possible ones that the vaccines could use to tackle the problem. And we can sometimes combine them also. Okay. Now to use this model to evaluate the impact of the vaccine, we are going to consider several inputs about the bacteria that we're interested in and antibiotics. And then we can use the model to simulate until a certain equilibrium that is going to represent the situation of the bacteria today. And the idea here is that we want to check that the model can really reproduce a steady state with coexistence between resistant and sensitive strains, because those are the bacteria that we're interested in. Then, once we have this equilibrium, we can then add vaccination parameters. And here the question is going to be, which are really the parameters that we are interested in. And then we can simulate 1 year without vaccine and 1 year with vaccine to be able to compare outputs between those two and really have the impact of the vaccine. And we see in the third part what impacts can be observed. So first I'm going to start with the check of the fact that the model can reproduce a steady state with coexistence. In order to do this, I analytically computed the equilibriums of the model. Here, starting with simplification of the model, where we consider that there aren't any use of antibiotics. And so the only difference between sensitive and resistant strain is the relative fitness cost. And so the relative fitness cost is going to be a disadvantage for resistant bacteria. And in that case, they can't exist in the population. And sensitive are going to thrive. Then, if we use antibiotics that are going to decolonize mostly sensitive bacteria, well, we have both. We have 2 disadvantages: one for sensitive bacteria, one for resistant bacteria, and we can find unit value of those 2 to be able to have kind of an equilibrium, but it's unstable. And the last thing that we can consider is antibiotics that are going to select for resistant minority strains, which are the arrows that I considered here. And in that case, antibiotics are
a disadvantage for sensitive, but there are also an advantage for resistant bacteria because we have an island on this side. And so this is the model that I've considered because it allows for coexistence between sensitive and resistant bacteria. Okay, so now we have done the first part. Then I can talk about what are the most influential bacterial parameters in bacterial vaccines. We have a large number of parameters concerning, well, first the parameters about the bacteria. Here we have the parameters of the antibiotic, and we also have the parameters for the vaccine. And what I did is a sensitivity analysis to be able to see which parameters are the most important. And I did two. I did one on 1 year simulation without the vaccines to be able to understand a bit more the model, and 1 year simulation with vaccine to find out which parameters are more important between those four. So the first part is the results of the sensitivity analysis of 1 year simulation without the vaccine, and the outputs here that I considered is the cumulative incidence of all infections. How to read this graph? Well, the idea is that the more we are close to one, so the higher this bar, the more it's going to increase the output. So here the incidence of infection, and the more it is close to -1, the more it's going to decrease. And so here we can see that there are three main bacterial parameters, which are the transmission rate, the carriage relation, and the infection rate. And so when those increases, the cumulative incidence of all infection is going to increase. Then we can also look at sensitive infections. And in that case, we can see a new parameter here that appears. And this one is the relative fitness cost. With that, when the relative fitness cost increases, it's going to decrease the cumulative incidence of the sensitive infections. And when we look at resistant infections, well, this parameter is also here. And in that case, it's going to increase the cumulative incidence of the resistant infections. And this is normal because when we have a high relative fitness cost, this means that sensitive and resistant bacterial strains are more or less equal, and the resistant don't have antibiotics that come as a disadvantage, so they are going to be easier transmitted in the population. And then we also have here all the parameters, which are the parameters of the bystander antibiotic exposure. And lastly, we can see that parameters linked to a specific antibiotic exposure, so the antibiotics that we take when we are infected, they do not influence the result. It's those five here. Okay, and now there is another output of interest. Is going to be the ratio. So here I just plotted a small example. The idea is that here in red we can consider that it's resistant infections. Here we have the total, and even though those two can be maybe increased, while the ratio can be decreased. Here we have the 25%. And here I've plotted so the impact of all of the parameters on the ratio of infections, of resistant infections. And we can see that when the transmission rate increases, the proportion is going to decrease. And we also found that when the fitness cost increases, the proportion increases. Okay, and so we have done this to be able to understand a little bit more the model, but now what we really wanted to do is to evaluate the impact of vaccines. And so I did the sensitivity analysis on a 1 year simulation with vaccine, and in that case, the outputs of interest are the relative reductions of cumulative incidence of all infections, sensitive infections, and resistant infections. What we can see is that between the four main vaccine parameters here, there are only three that stand out. We have the reduction of the acquisition, the acceleration of the decolonization, and the reduction of the infection rate. And so when those three increases, the vaccine impact increases. The other thing that we can see is that when we have
the transmission rate or the carriage duration that increases, the vaccine impact on non-infections is going to decrease. So the higher the transmission rate, the lower the vaccine impact is going to be. And finally, I can also look at the impact on the ratio of resistant infections. And so in that case, what we can see is that when the reduction of the acquisition, so here a vaccine parameter is going to increase, the vaccine impact on the proportion of resistant infections is going to decrease. Okay. This allowed us to define different types of vaccine because we saw that there are three main vaccine parameters that are important. And so we created examples of vaccines combining one, two, or three of the influential vaccine effects. So here, the one that is just VA, it's a vaccine that is going only to reduce acquisition. Then we can have, for example, one that is going to reduce acquisition and accelerate decolonization at the same time. And we have all the combinations and also the one that is combining all three of the different effects, which are reducing acquisition, accelerating decolonization, and reducing infection rate. And so this creates really 6 types of different vaccines, and we can look at different vaccine coverages and different vaccine efficacies. Okay, and so now what impacts can be observed? In order to do this, what I've done is that I applied the model on 2 different bacteria that differ in terms of transmission rate, because we saw that when the transmission rate is different between bacteria, vaccine impacts are not going to be the same. And so here I defined 2 bacteria that mainly differ in terms of transmission rates here, and I sampled 50 of them at plus minus 5% of these parameters to be able to account for biological variability. And the bacteria that we obtained are the first one is around 30% carriage, the second one 88% carriage, and both are around 2 and 8 resistance among carriers. So this allows us to describe really the bacteria that we are studying. And so now in terms of vaccine impact, here what I've considered is the 6 different vaccine impacts on the annual cumulative incidence of total infections. And what I've plotted is the relative change due to vaccination. So here, for example, we have minus a reduction of 25% of the incidence of infections. What we can see here is that the best vaccine is the one combining all 3 effects, because we have the larger here reductions. We also can see that here, for example, we have more than 50% reduction with a 70% coverage, whereas for the other, we needed 90% coverage to reach this reduction of 50%, and sometimes the type of vaccine that we study cannot reach a certain reduction. And this was for the total population, but we can also look at the vaccinated population and the non-vaccinated population. And in that case, for vaccinated individuals, for example, we can reach this reduction at 50% coverage. But for those 2 vaccines, it couldn't be reached. And finally, the last row is to see that our vaccines have an effect on non-vaccinated individuals. Most of them have an effect on non-vaccinated individuals, except this one that didn't affect because it only affects the rates of infection. Okay, and this was for one vaccine efficacy, the 0.3, and many vaccine coverage. But we can also look at different efficacy, 0.6 and 0.9, for example. And this allows us to then look at a difference when we fix vaccine coverage. So, for example, if we can compare those 2 vaccines at 30% coverage, and to be able to reach the same reduction, we needed here only a 0.3 efficacy when this one needed a 0.6. So this is really to show you that this kind of work is useful to be able to compare vaccines on a given output.
This was for the first bacteria, and then we can look at the second bacteria, which was a bacteria with a higher carriage. And here I've plotted in pink, in shades of pink, the effects of the same vaccines. And so each time I've plotted the one with the same efficacy. And it's not easy to see, but when we fix coverage and efficacy, the vaccine has always a greater impact on the first bacteria. So the vaccine have more difficulty to have an impact on the higher carriage bacteria. And finally, the results that we can see when we look at another output, which was the proportion of resistance. Well, in that case, we can see that vaccines can increase the proportion of resistance. And when they increase, it's a surprising result. We wouldn't want that, but this happens. And sometimes here we have a reduction of this proportion of resistant carriage for the high carriage bacteria. Okay, and so to conclude, we show that our model is able to reproduce a steady state with coexistence. Then we show that 3 out of 4 vaccine effects are really useful, and that the impact of the vaccine is reduced by a high transmission rate and a high carriage duration. And finally, in terms of impact, we show that there is a reduction of infection in the total population for all of the types of vaccines that we considered. There is herd immunity, except for 1 vaccine that only reduce infection rates. And finally, we have sometimes increasing the proportion of resistance, but some vaccines that accelerated recombination managed to reduce this proportion for high carriage bacteria. And so this model is really a tool to be able to compare different vaccines on many animals and many bacteria. Thanks for your attention. Ah, tu partages peut-être. Ouais, je l'ai déjà fait. Je te rends. Merci. Ok. Romulus, tu as une question? Oui. En effet, je vais continuer en anglais parce que la présentation c'était en anglais. I just want to make a suggestion. So I think your project is sort of very courageous because you have to fight through chronic lack of data at at population scale. So you can get some data, but it's very, very difficult to have, for example, systematic data like we have for for virus-induced diseases. Bacterial diseases are always very difficult to track and get a good understanding of. So anyway, what I'm trying to say is the following. One major problem that I think it is present in France, but also other countries, is the fact that decolonization treatment is very loose from the medical perspective. So you have a person who got a bacterial infection. Usually they have very high fever. They have a very bad infection in the blood and so on. They go to the hospital will treat the infection goes down, and the doctor says, now you have to have these antibiotics for 3 weeks. So you take these antibiotics, usually cream, for example, to rub their feet or the elbow area and so on, to decolonize from the bacteria. And the doctor just fills in the prescription and that's it. They will not check whether decolonization really occurred. This is just hopes. And if you could study decolonization in the presence of vaccination, with or without vaccination, and try to get some grasp on what would be the proper parameters of the decolonization treatment, I think this would be very interesting and very useful next to your investigations in the incidence of infection.
because it is something that it's been there for many, many decades. This decolonization treatment has been there for many, many decades, has always been sort of postponed. The problem has never been thoroughly addressed. And I think that's one area where a modeling study can bring some insight. Yeah. Do you want me to say something? Yeah. Right. Yeah, thing is here, like the Chloe's model is mostly theoretical in the sense that maybe she didn't say this at the beginning, but very, very few bacterial vaccines actually exist. So, so most of the vaccines that she's exploring with her model just are not on the market yet. So it's not possible to actually do because there are some vaccines where you can study the impact and know which of the possible effects that Chloe included in her model actually occur, including maybe increased decolonization, reduced risk of acquisition, and so on. But the objective of the modeling work here is more in the early stages of deciding where to focus research on vaccine development. Where should we actually put our efforts? Which types of vaccines have most potential to be most efficient? On what types? But I think if you had I'm sorry, if you had a modeling study that would motivate the search for MRSA vaccines, I think people would eventually look in that direction more thoroughly. But yeah. The way it is, it seems that trying to improve medical care around bacterial diseases doesn't really have consequence, you know. And a lot of the patients are going back home colonized and stay colonized, and they're always in the danger of acquiring infection. If I can maybe intervene, in some cases for resistant bacteria that are like high grade resistant, you follow the decolonization really closely because it has an impact on the hospitalized patients that are next door to your patient. So this parameter, I think, could be estimated maybe better than the decolonization of a non-resistant bacteria, because there are some studies on that, I believe, at least like case studies, and I hope more, but I'm not sure. And so this parameter could be estimated a bit more than the other one, I think, like the perceptive one. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus sur le cas avec le... Non. Ah, il y a Julie, vas-y, Judith après. Moi, non, mais tu as le droit de rester. Il y a une autre question? Il y a une autre question dans la salle ou je ne sais pas. Il y a une question dans la salle. On a une question dans la salle, Judith, juste après. Ouais. D'abord, bravo pour la présentation. Si j'ai bien compris, tu as commencé en novembre, mais ça c'est aussi le travail de stage. Oui, non, c'est pas clair. C'est en 2 mois. C'est un mois de stage d'ailleurs. Bravo. C'est très clair et les figures sont très jolies. Juste pour compléter, moi ça me fait penser par rapport à la question précédente, quand on dit type de vaccin, un vaccin A, je ne sais plus quoi, est-ce que il faut introduire la notion de conjugué, pas conjugué? Moi, quand je pense à vaccin et contact, même les lingots, enfin, même la méthode enfin, pour moi, quand on parle de colonisation et de vaccin, je pense tout de suite à ça, parce que la grosse différence entre les vaccins qui éliminent la colonisation et ceux qui n'ont pas d'effet sur la colonisation, c'est le côté conjugué. Alors, je ne sais pas si dans les modèles, on peut introduire
ce paramètre-là, enfin cet aspect-là? En fait, là, dans le modèle, c'est très simplifié, mais peut-être, Aurélie, tu veux répondre. Non, mais peut-être c'est juste. En fait, c'est pour ça qu'il y avait 3 sortes de mécanismes possibles, et c'est juste représenté au travers. Oui, Peut-être c'est c'est un vaccin qui va agir sur le portage ou l'acquisition du portage. Mais on ne rentre pas dans les détails de ce qui se passe au niveau à l'intérieur. Ma question, enfin, Tu veux dire un Je veux dire qu'elle le prend en compte, mais juste avec le nom. C'est ça, exactement. Ouais. oui, c'est ça, avec la case cochée dans le tableau qui dit que ça diminue la colonisation. C'est ça. Ça me C'est fait moins dire aujourd'hui, ça. c'est ça. On pense à ces vaccins-là. Et aussi le fitness cost, relative fitness cost. Comment on calcule le fitness cost? Bonne question. Ça, c'est, en général, c'est un exercice de laboratoire. Oui, c'est les gros passes. Comment on le mesure en pratique, c'est ça ta question? Ou comment on le met dans le modèle? Ouais, comment on le met dans le modèle, ouais. In vitro, c'est la seule mesurée. Voilà. Donc in vitro, c'est la croissance de la bactérie sur dans les boîtes, c'est ça? Ouais. Et moi, la manière dont je l'ai mis, c'est j'essayais de me rapprocher d'une proportion de résistants dans la population. Et vu que la seule différence que je mettais entre mes bactéries, c'était le relative fitness cost, je choisissais de la bonne manière pour réussir à avoir la proportion que je voulais pour représenter une certaine bactérie, quoi. D'accord, donc c'est une proportion. Comment tu le définis juste? Il s'applique à quel taux, tu vois? Ok. Du coup, il va réduire le terme de transmission. Donc, je vais supposer que mes bactéries résistantes elles vont se transmettre plus difficilement que les bactéries sensibles. Et du coup, ça fait une différence entre les bactéries résistantes et les bactéries sensibles. Et après, je m'intéresse. C'était la question. Ça marche, merci. Judith, tu as une question? Ouais, Judith, désolée, tu avais une Oui. question tout à l'heure. Oui, merci. Donc, évidemment, cette question sur voilà, vaccin conjugué, c'est évidemment essentiel parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de vaccins qui sont vraiment. Alors, la plupart des vaccins ne réduisent pas vraiment alors, les risques de s'infecter. Alors, là-dessus, j'ai un petit peu une question parce que je n'ai pas compris la distinction entre taux d'acquisition et taux d'infection. C'est quoi la distinction entre les deux? Alors, le taux d'acquisition, c'est celui qui va faire en sorte que l'on devient colonisé. Donc, on n'était pas colonisé et on devient colonisé après une certaine transmission. Et l'infection, c'est plus quand on est colonisé, il y a un certain risque de devenir infecté. Donc, c'est l'invasion, en fait. C'est la maladie invasive ou c'est l'événement de l'invasion. C'est pas forcément une maladie invasive, c'est le fait que les bactéries, souvent celles auxquelles on s'intéresse, en tout cas ici, il y en a beaucoup qui sont portées de manière asymptomatique, sans causer d'infection. C'est une infection asymptomatique, typiquement, ce non, qu'on dit. ça ne s'appelle pas infection, ça s'appelle colonisation ou portage. Donc, c'est ça qu'elle appelle colonisation, ou taux d'acquisition de la colonisation. Ce qui se transmet, c'est la colonisation. Vous parlez d'infection de la peau, typiquement. Alors, pour le méningo, les pneumos, on distingue entre la colonisation dans le nasopharynx, qui est aussi appelée infection asymptomatique. Et après, il y a le passage à la maladie invasive. Après, peut-être dans la modélisation, c'est important de faire la distinction. Cliniquement, on ne peut pas faire la distinction parce que de toute façon, on fait une étude portage et soit la personne est colonisée, infectée ou pas. Alors, on ne peut pas faire même si je vois dans les schémas théoriques, on peut faire la différence entre peut-être, on va dire, la couche des bactéries qui sont en contact avec la muqueuse et peut-être d'autres qui sont dans la colonie et peut-être pas en contact direct avec la muqueuse. On peut faire théoriquement cette distinction, mais sinon, ça m'étonne de faire ça. Alors, cliniquement, ça n'a pas de sens de faire cette distinction. En fait, pour répondre plus, Judith, d'un point de vue microbio, en fait, la manière dont on construit ce modèle, c'est en prenant cet aspect microbien en compte, qui est que, si tu réfléchis à un exemple concret, on va dire à des staphylocoques dorés. Là, si j'ai du staphylocoque doré dans mon nez, et je ne suis pas infecté, je n'ai pas d'infection de la peau, je n'ai pas d'infection des poumons, je n'ai pas d'infection du sang par la bactérie, mais elle est présente dans mon nez. Et dans ce cas-là, je suis colonisé, je suis porteur de cette bactérie.
Et en fait, en étant porteur de cette bactérie, je suis à risque d'être ensuite infecté par cette bactérie. Donc là, d'avoir finalement cette infection de la peau dont tu parlais, cette infection du sang, etc. Et ça, c'est montré dans les études microbiologiques, cliniques, voilà, que la colonisation par la bactérie, très souvent, c'est ce qui va être le facteur de risque principal pour l'infection. Donc le modèle, il reproduit ce schéma-là, dans le sens où les individus dans le modèle sont soit non colonisés, soit colonisés, soit infectés. Mais donc c'est ça nos définitions en fait d'infection, de colonisation et de non-colonisation. Alors je ne suis pas sûre si ça existe comme ça pour le méningo par exemple. Hein. Je ne suis pas complètement sûre. Pour le pneumono non plus. Peut-être c'est vrai pour, je ne sais pas, staphylocoque que je sais de moi. Et méningo aussi d'ailleurs. Dans les deux cas, il y a du portage sain. Si. Oui, le portage sain, mais qui vaut infection asymptomatique en fait. Parce que dès lors que tu as... Non, mais c'est juste du vocabulaire. Tu peux appeler ça infection asymptomatique si tu veux. Mais en tout cas, par contre, toutes les infections ne sont pas invasives. Non, parce qu'il y a la question des facteurs d'adhésion. Hein, dès qu'il y a une adhésion, on est déjà dans l'interaction. Bon, peut-être tu ne veux pas aller là-dessus. C'est juste quelque chose qui est important parce que ça peut un peu prêter à la confusion. Et puis, ce qui a été dit, c'est que un vaccin qui n'induit pas de herd immunity, d'ailleurs, herd immunity, c'est plutôt un terme qui désigne un niveau de immunoprévalence, séroprévalence qui empêche, qui rend impossible la circulation des pathogènes. Mais même si on veut parler d'un impact populationnel, alors sur la circulation du pathogène, on ne peut pas dire que, alors c'est très étonnant d'entendre que il n'y a pas de herd immunity, uniquement un impact sur l'infection. Le vaccin n'impacte que sur l'infection et ne donne pas de herd immunity. Alors, parce que justement, un vaccin qui a un impact sur l'infection va produire un effet populationnel sur la circulation. Il faut distinguer avec un impact contre les symptômes, la maladie, ou bien l'infection. Mais c'est une question de vocabulaire, c'est juste que tu appelles infection, c'est pas la même chose que ce que nous on appelle infection. Voilà. Oui, peut-être, mais c'est juste j'alerte sur ce point parce que c'est difficile à tu as raison. Ça ne colle pas avec le vocabulaire habituel, en tout cas dans le domaine de si on parle de la modélisation de méningocoque. En gros, tu as raison, et surtout tu as raison quand tu as dit aussi que ça peut dépendre des bactéries. Hein, donc, voilà. Pas dans le sujet complet, mais en fait, dans la version article de cette présentation, là, on peut bien nuancer ça, tout à fait, tu as raison, parce que c'est du vocabulaire, il faut s'assurer que c'est bien défini. Après, nous, on est raccord avec les autres études de modélisation qui regardent l'impact du vaccin sur les bactéries. Donc, je pense qu'il y a une terminologie, il faut faire attention, parce que, comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est finalement de parler de ces résultats, pas que entre nous, mais à d'autres personnes qui sont de domaines différents. Les définitions, c'est toujours hyper important, donc on fera attention à ça. Oui. Et comme les milieux sont assez, il y a la communauté des méningos, alors la communauté scientifique des méningos, etc., évidemment, ils sont très distincts. C'est possible que là, maintenant, avec le microbiote, ces concepts-là se présentent autrement. Que cette distinction entre colonisation et début d'une interaction qui vaut infection, ça a du sens pour des bactéries moins pathogènes qui ont plus de... Ok, ça marche bien, on le gardera en tête du coup. Merci Judith. Mais sinon, évidemment, Chloé, bravo, parce que c'est un très beau projet, évidemment très intéressant, très important pour guider cette réflexion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce que devraient faire les vaccins en théorie, si on veut utiliser les vaccins contre les antibiorésistances. Très beau projet. Yes. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu ce travail qui illustre peut-être les problèmes en santé publique que nous avons, malgré l'existence des super vaccins qui d'ailleurs sont très efficaces contre l'infection, pas seulement la maladie. Alors, d'ailleurs, pas du tout contre la maladie, parce que comme vous savez, le vaccin HPV ne fait rien contre la maladie une fois l'infection est installée, mais peut empêcher l'infection. Donc là, je vous présente un projet que nous avons mené en collaboration avec l'ARSI de France et l'Université de Bordeaux. C'est notamment Quentin Jiquel qui est interne médecine dans notre unité et Amanda Munoz
qui est toujours là et qui, voilà, donc ça fait déjà une bonne année qu'on travaille sur ce projet. Et donc, comme vous savez, il y a lancement des campagnes de vaccination depuis 2023 en classe des 5e dans les collèges. Une deuxième campagne a eu lieu en 2024. 25 et actuellement, il y a la troisième campagne qui va venir en janvier 2026. Donc, c'est la troisième année de cette campagne. Donc, dans la littérature scientifique, on sait que ces campagnes, ou la vaccination en général, la vaccination HPV notamment, est objet d'une inégalité sociale assez importante au niveau de la couverture. Et donc, la question se pose, comment cette nouvelle politique vaccinale en France va impacter sur les inégalités sociales. Et donc, à deux niveaux, alors par deux mécanismes, soit liés à l'acceptabilité de la vaccination par les parents. Donc là, il y a une enquête Santé publique France auprès des familles, mais aussi par la qualité des campagnes dans les collèges. Et donc, ici, ce projet voilà, comme objectif de faire une analyse écologique des gradients entre toute vaccination et des indicateurs. Et je vais vous montrer un peu cet indice de position sociale. Nous avons aussi mené une enquête par questionnaire auprès des collèges avec des entretiens de responsables de la campagne dans les collèges, souvent le directeur du collège. Et puis, on va aussi mener des entretiens avec les parents concernant la communication de la campagne. Donc, cette première partie, alors la base, c'est voilà, une base de données sur les taux de vaccination lors de la campagne dans les collèges et donc les indicateurs connus autour des collèges. Et la deuxième partie, c'est cette enquête par questionnaire dans des collèges, alors avec remplissage d'un collège par le responsable de la campagne ou le directeur du collège. Donc, Amanda, elle a développé un questionnaire avec l'ARS en automne 2024. Nous avons collecté des données sur Sphinx. Alors, c'était laborieux, ça a été retardé plusieurs fois. Et donc, vous voyez, entre décembre et mars, à l'aide de l'ARS, en accord avec l'éducation nationale, on a pu voilà, collecter des données, comptant analyser ces données là à l'automne, été-automne 2025. Et donc, sur les 1000 et quelques collèges éligibles en Île-de-France, il y avait presque 300 connexions. 259 collèges ont répondu, dont 217 ont participé à la campagne alors vaccinale. Et puis, sur les 1000 collèges éligibles, d'ailleurs, il y a uniquement 900 sur lesquels nous avons aussi cet indice de position sociale. Le questionnaire comportait des caractéristiques du collège, mais notamment des questions sur l'effort du collège pour la campagne, des réunions, les actions qui ont été menées envers les parents, en classe et par des intervenants extérieurs et quels outils ont été utilisés. Et on avait aussi des questions sur l'adéquation de la campagne avec la communication ou de la communication avec les attentes des familles, éventuellement des familles défavorisées dans le collège. Donc, des questions fermées et ouvertes. On a comparé les collèges qui ont répondu. Donc là, on a un échantillon de 217 avec les 1000 et quelques collèges en Île-de-France. C'est assez comparable au niveau de taux de vaccination. Ils sont un peu mieux vaccinés. Et puis, au niveau des indicateurs socio-économiques, c'est comparable. Et notamment, cet indice IPS, il est très comparable entre les deux. Alors, la globalité des collèges et notre échantillon. Une variable qu'on avait dans notre enquête qui est importante, c'est la proportion des élèves plurilingues. Alors, c'est vraiment une estimation grosse maille de la part des collèges. Et vous voyez qu'il y a voilà, à peu près la moitié qui a moins de 30% d'élèves plurilingues, mais on a aussi 9% des collèges qui disent qu'ils ont plus de 60% d'élèves plurilingues. Et c'est une variable qu'on va utiliser dans la suite. Alors, ce indice de position sociale, c'est en fait quelque chose d'assez intéressant, merveilleux, mais en même temps aussi un peu atroce. Alors, c'est issu de PNL, l'éducation que mène en gros l'éducation nationale auprès des familles. Alors, il y a des données sur les mères, sur les pères, en primaire et aussi en classe de troisième. Et donc, il y a donc voilà un travail d'analyse statistique pour à la fois
Au début, c'était pour identifier les items qui entrent dans cet indice. Et là, maintenant, il y a des enquêtes, des refontes de ces indices pour les collèges régulièrement. Donc, vous voyez, il y a des contributions de domaines qui contribuent. Donc, les pratiques culturelles de la famille, alors aller au musée, aller dans les concerts, diplôme des parents, l'ambition et l'implication de la famille, des parents dans l'avenir du jeune, les conditions matérielles à la maison, donc ça peut être la télé, etc., et les capitales culturelles qui, en fait, se réduit, c'est assez étonnant, mais bon, c'est en gros les livres, le nombre de livres à la maison. Donc, il y a plusieurs questions, mais des questions très concrètes sur comment ça se présente à la famille, dans la famille. Et donc, cet IPS, en fait, il permet une caractérisation assez fine des collèges en matière de niveau socioculturel des élèves et aussi de la mixité sociale quand on peut regarder l'écart type. Voilà, vous avez peut-être vu des articles dans le monde. Il y a eu des graphiques par rapport à ça, mais c'est assez étonnant et voilà, de voir qu'on peut en fait représenter les problèmes au milieu scolaire. On peut l'expliquer assez bien par rapport à cette IPS. Alors, donc, ce que nous avons trouvé ici, c'est donc l'association entre l'IPS et les taux de vaccination observés pendant, voilà, ici on a sur la campagne 2023, et vous voyez qu'il y a ce coefficient de 0,27, donc ça veut dire que pour chaque augmentation d'un point de l'IPS, on va avoir une augmentation de 0,27% de la proportion d'élèves qui ont participé, qui se sont fait vacciner. Et on a, voilà, cette coefficient est similaire entre les collèges répondants et les collèges en Île-de-France dans leur globalité. On voit la même chose avec les quintiles. On avait des questions sur l'intensité de la campagne au collège, alors combien d'interventions, qui a participé, et de l'autre côté aussi, on a créé des scores de qualité de la campagne. Pour regarder les outils qui ont été utilisés, mais aussi justement ces questions sur les attentes et les besoins de la famille. Et bon, évidemment, les deux sont corrélés d'une certaine façon, je vais vite, mais on voit déjà que, par exemple, sur la qualité, la plupart des collèges se situent quand même sur un niveau de qualité plutôt faible, très faible, modéré, et peu de qualité très élevée. Pour l'intensité, on a un peu plus d'intensité forte qui est constatée. Je vais passer, oui, peut-être rapidement. L'intensité, on voit qu'elle est en fait inverse au gradient IPS. Donc, on a une intensité très faible. Là où on a une intensité très faible, on a un IPS qui est de 111, alors plutôt élevé, et une intensité très forte des interventions, là où le IPS est plutôt plus faible. Et à l'inverse, la qualité de la campagne, elle était plutôt faible quand l'IPS est faible et plus forte quand l'IPS est plus forte. Alors, je vais vous montrer quelques analyses statistiques rapidement. Donc, on a ces coefficients 0,27 pour l'IPS. Alors, le taux de vaccination suit cet IPS. Et quand on ajuste sur le niveau d'intensité des interventions, on voit que ce coefficient ne change presque pas. Il change très, très peu quand on ajuste sur le niveau de qualité. Donc, on n'a pas l'impression que ces éléments-là expliquent vraiment le gradient entre gradient du taux à travers l'IPS. Des prédicteurs au-delà de l'IPS. Les prédicteurs sont par contre indépendants, sont le niveau de qualité. Donc une fois qu'on a l'IPS écarté, le taux dépend de la qualité des interventions. Et aussi on a ces gradients négatifs, ou cette corrélation négative avec le pourcentage d'élèves plurilingues dans les collèges. Face à ça, ce qu'on a fait, on a donc stratifié
pour voir si en fait la présence ou non d'une forte adéquation de la campagne. Alors, c'est adéquation de la campagne avec les attentes des familles, c'était vraiment ce qui était au cœur du score de qualité. Et quand on voit que dans les collèges avec une forte adéquation de la campagne aux attentes des familles défavorisées, on a un coefficient qui est bien plus faible, qui devient 0,18. Et dans les collèges avec une adéquation très faible ou modérée, on a ce coefficient qui est du coup 0,31 plutôt, donc beaucoup plus fort. Donc, ce qu'on interprète un peu comme élément que effectivement, c'est à cette soigner la qualité de la campagne peut quand même donner lieu à une campagne qui accentue moins les inégalités sociales au niveau des taux de vaccination. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails ici. On avait aussi donc des éléments qualitatifs des retours et des échanges avec les parents, les retours sur les échanges avec les élèves, les freins à l'organisation, comment améliorer la campagne. Mais voilà, je vais m'arrêter là dans un intérêt de temps. Et voilà, mais c'est un peu une illustration comment on peut travailler en recherche opérationnelle, on va dire, sur ces questions-là. Sachant que voilà, est-ce qu'on peut vraiment identifier des pistes pour l'amélioration? C'est pas clair. Ça tourne beaucoup autour de la disponibilité de l'infirmière scolaire ou non. Ça, c'est un élément qui sort beaucoup. C'est voilà les groupes de minorités, les familles défavorisées dans les établissements. Etc. Donc, c'est la communication autour de la campagne, les documents disponibles dans les différentes langues, la mobilisation de la communauté des parents, etc. Donc, voilà, il y a encore un sacré défi là-dessus. Je ne sais pas si le coefficient entre IPS et taux de vaccination, s'il est très élevé. Je le trouve quand même assez, relativement élevé. Et par contre, je ne l'ai pas trouvé en détail. Je ne vais pas montrer en détail. Ce qu'on trouve, c'est qu'en deuxième année de campagne, parce qu'on a aussi ces données sur la deuxième année de la campagne, le gradient, en fait, est devenu plus faible. Donc, ce qui veut dire qu'en deuxième année, pour la deuxième campagne, les pratiques se sont un peu harmonisées, égalisées, aussi avec un effet que l'IPS dans les collèges impacte moins le taux de la vaccination, ce qui est globalement une bonne nouvelle. Bon, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez une petite question. Et Judith. Oui, alors. J'avais une. Vas-y. Du coup, Judith, est-ce que tu penses, peut-être tu l'as discuté un peu à la fin, c'était peut-être plus dans les résultats qualitatifs, mais est-ce que tu penses qu'avec des campagnes comme ça, comme tu disais que ça dépend beaucoup du rôle de l'infirmière, de l'infirmier, est-ce que tu penses qu'il y a un argument de dire, en même temps qu'on fait ces campagnes, on va déployer des infirmiers, des infirmières volants qui vont pouvoir aller à différents endroits? Est-ce que du coup, avec ces analyses que tu as montrées là, ça pourrait être pertinent de donner des pistes pour dire, c'est là qu'il faudrait peut-être renforcer? Est-ce que ça serait un moyen de renforcer? On ne trouve pas vraiment de lien entre les moyens déployés et le taux de la campagne, le taux de la vaccination. Nos données ne suggèrent pas que dans les collèges où il n'y avait pas une infirmière, que le taux est plus faible. On ne trouve pas ça vraiment. On a plutôt l'impression que c'est tout un ensemble, mais c'est quand même cette correspondance aux réponses aux attentes des familles qui sort vraiment comme facteur important. Donc ça, c'est une question, ce sont des items qui sont dans le score de qualité, pas dans le score d'intensité. Et ce qui suggère que oui, c'est important d'avoir les moyens pour mener la campagne, d'avoir une infirmière scolaire. C'est quelque chose que les responsables voient beaucoup comme frein, etc. Mais finalement, dans nos statistiques, c'est vraiment est-ce qu'on fait quelque chose qui a du sens pour les familles ou pas? Et aussi pour toutes les familles. Et ce qu'on appelle le tailoring à des différents sous-groupes, etc. Ce qui est très difficile à faire. C'est, je crois, toute santé publique peine à faire ça parce que ça demande des moyens, ça demande d'être en lien avec les familles autour, etc.
j'ai vu qu'on a eu ça une question, mais juste si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Quentin, parce que c'est en lien avec ça. Effectivement, toutes les études que j'ai vues sur l'IPS complètement décorrélées de ton travail montrent pour le coup une corrélation entre l'IPS et les moyens. Malheureusement, c'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire que plus l'IPS montre que le collège est défavorisé, moins il y a de moyens par élève en moyenne, que ce soit pour la dotation horaire en termes d'enseignement, que ce soit pour les locaux, etc. Donc, ça ne doit pas aider. Non, ça. Voilà. Romulus. Juste une question pour Judith, merci pour la présentation. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte une vaccination? Alors, le vaccin aujourd'hui, alors dans le marché privé, si tu veux, la dose, elle est à 60 ou 90 euros. Hein. Les prix sont pas complètement connus, mais si toi, tu vas comme ça à la pharmacie, je crois que c'est toujours à peu près soit 90 euros la dose. C'est très cher. Merci. Mais là, on parle vraiment de taux de la vaccination avec la première dose, sachant que là, les doses sont vraiment prises en charge complètement, entièrement. Et que, oui, si tu n'as pas de mutuelle, il y a un reste à charge qui est toujours là, malheureusement. Mais aujourd'hui, il y a probablement très peu de familles en France qui n'ont pas accès à la vaccination avec un taux quasiment de 100% de remboursement à travers la mutuelle. Moi, je veux bien poser une question aussi. Merci pour la présentation. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Donc, je m'appelle Zain Assad, je suis doctorant à IAM en épidémiologie et pédiatre aussi. Donc, je me sens très concerné par ces sujets. Et donc, si j'ai bien compris, l'indice de position sociale est calculé pour chaque famille. Non, pour chaque collège. D'accord, c'est pas la enquête auprès des familles. C'est-à-dire qu'on questionne les familles des élèves et on fait une moyenne pour le collège. Oui. Alors, il y a ce guide, où il y a une publication là-dessus qui explique un peu, mais qui reste sommaire là-dessus, mais il semble qu'ils aient des panels de 12 000 familles en France avec les. Alors, c'est pas beaucoup quelque part quand on pense, mais en même temps, ce qu'on voit, la performance de l'IPS pour corréler avec les problèmes ou la performance des collèges, les notes, les moyens, c'est étonnant. Alors, c'est pour ça que j'ai dit c'est atroce, parce que si c'est si simple de démontrer les inégalités sociales à partir des panels de 12 000 personnes, pourquoi les problèmes persistent toujours? Ça me laisse un peu bouche bée. Et c'est vraiment quand là, dans notre modèle, quand on peut ajuster pour tout ce qu'on veut, là, le revenu moyen de l'IRIS, le taux de chômeur, etc. Tout ça sort. La seule chose qui reste, c'est l'IPS. Qui est très performant, donc visiblement. Et c'est cet amalgame entre revenus, capital social. Moi, ça m'a fait penser au FDEP. Est-ce que c'est intéressant dans ce travail-là de regarder le FDEP des collèges ou des élèves collèges pour regarder les inégalités géographiques des collèges, c'est-à-dire voilà, je sais pas moi, les collèges du nord de Paris qui seraient quand même moins, avec des qualités de campagne moins bonnes et des couvertures moins bonnes par rapport à des. Alors, le FDEP, il utilise plutôt sur l'IRIS le revenu moyen, le taux de chômeur, le taux de bachelier. Il inclut tous ces éléments de façon très pertinente. Et voilà, on a aussi travaillé avec cet indicateur-là. Mais c'est juste l'IPS marche beaucoup mieux. Pour voilà, ici, expliquer le taux de vaccination et aussi donc pour expliquer plein d'autres choses. C'est ça qui est un peu atroce, où je comprends pas complètement, mais alors c'est la médiation quelque part entre tous ces problèmes de chômage, etc. Et tout ça se traduit dans ce bagage culturel des ménages et c'est comme ça qu'on a des inégalités. Oui, finalement, c'est plus précis. En fait, l'IPS, c'est vraiment les familles dont l'enfant est dans le collège, alors que le FDEP, c'est la zone, mais les familles les plus favorisées, si tu parles du nord de Paris, typiquement,
dans le 18e, le 19e, etc., les familles les plus favorisées, ils vont tricher sur la carte scolaire et pas mettre leur enfant dans le collège. C'est ça. Donc, l'IPS représente les familles qui ont vraiment mis leur enfant là. Ouais. Alors que le ce serait... Non, mais tu vois, c'est un des phénomènes. Et pour l'anecdote, l'IPS, il est utilisé à Paris aussi pour déterminer combien de points les enfants des collèges vont avoir de bonus pour ensuite pouvoir aller dans un lycée. Donc, plus le collège a un IPS élevé, c'est-à-dire plus il est défavorisé, plus ils vont avoir des points de bonus sur leur score pour aller dans un lycée. Ah oui, c'est intéressant. Et alors, comment on fait pour C'est avoir guidé par le rectorat. C'est public, je crois. C'est public, oui, les bases de données, on peut les accéder. Et encore une fois aussi, cet écart type d'IPS dans les collèges, voilà, sur la mixité, c'est voilà, c'est vraiment ces graphiques, ça fait froid au dos, mais en fait, c'est un outil justement de l'éducation nationale, un outil de pilotage pour la carte scolaire, pour maintenant cette distribution des élèves entre les collèges de Paris, etc. C'est très bien, c'est très pertinent, mais il faut que ça soit aussi accepté politiquement et ce que je trouve juste, voilà, donc problématique si cet indicateur a un tel lien avec une variable sanitaire qui va se traduire en fait éventuellement en taux de cancer dans 20 ans. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Judith, c'est hyper intéressant. Merci à vous. Et donc, du coup, on est déjà à la fin de l'année. Oui, de l'année même. Ok, bah écoutez, ouais, on a à la fin de notre petite heure, on a même un tout petit peu dépassé. Merci à tout le monde, ceux qui étaient dans la salle là. Donc, on a eu des invités effectivement aujourd'hui, je n'ai pas dit, mais on se gonfle artificiellement dans la pièce avec les gens qui vont venir de l'extérieur. Très bien. On se revoit, au revoir Ulysse, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Hein. Et puis on se revoit pour Pâquerie, la prochaine fois c'est le 30 janvier. Oui, c'est ça. Au revoir tout le monde. Des vacances. Bonne fête à tous. Merci, Au revoir, bon après-midi.